Chers amis cinéphiles, quel plaisir de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale remake, je vais revenir sur deux films du mois de novembre dont on a beaucoup parlé et qui ont déjà connu une adaptation par le passé. Alors je préfère annoncer tout de suite, pour moi, l'un est une grosse daube et l'autre est une petite bombe. Et justement, c'est ce qu'on va vérifier ensemble aujourd'hui dans les films du vendredi, Running Man et Bugonia. Salut à tous et bienvenue dans les films du vendredi. Aujourd'hui au programme de cette nouvelle vidéo, deux remakes du mois de novembre 2025. L'un est une nouvelle adaptation d'un roman de Stephen King à la sauce Edgar Wright et l'autre est une nouvelle version d'un film sud-coréen à la sauce Yorgos Lanthimos. Et je vous propose qu'on commence sans plus attendre avec le premier film du jour. Et il s'agit de Running Man, qui est pour moi le premier mauvais film d'Edgar Wright. Et oui, ça me fait mal de le dire, mais quand on voit sa filmographie si intègre, si singulière, de voir le château de cartes s'abattre avec ce nouveau film dont on se demande véritablement où est sa patte visuelle, sa mise en scène si singulière, quand on voit tout ce qu'il a apporté, notamment dans l'humour multiréférencé dans sa trilogie Cornetto, quand on l'a vu déjà adapter un comics de manière justement très singulière avec ces montages, ces onomatopées qui apparaissaient à l'écran, ces références vidéoludiques qui se mélangeaient à tout ça, dans le Scott Pilgrim bien sûr de 2010, cette relation poétique entre Scott Pilgrim et Ramona Flowers, c'était presque un conte à côté de ce qu'on a vu aujourd'hui, ce qu'on va voir aujourd'hui. Par la suite, on a Baby Driver aussi, avec cette bande originale qui justement drivait le récit. Là aussi, il y avait quelque chose de novateur. Ensuite, nous avions également, il n'y a pas si longtemps, en 2021, Last Night in Soho, avec justement ce côté flashy, néon, les jeux de miroir, avec ce double des deux personnages interprétés par Thomasin McKenzie et Anya Taylor-Joy. Il y avait énormément de choses dans le cinéma d'Edgar Wright qui faisait justement faisait vivre au spectateur une expérience cinématographique référencée de manière intelligente. Hein, c'est comme si on composait en fait avec des idées un peu piochées dans des films un peu plus classiques ou un peu plus obscurs et qu'on mettait ça justement par parcimonie et ça rendait une esthétique et une mise en scène vraiment particulière. Je vous dis, des jeux de montage, des plans de caméra singuliers. Il y a vraiment, tu sais que c'est un film d'Edgar Wright quand il va. Là, ça s'effondre, je ne vois pas déjà le premier problème du film, c'est que je ne vois pas en quoi c'est un film d'Edgar Wright, je suis désolé. Et pourtant, il y a le co-scénariste Michael Bacall qui avait travaillé avec lui sur Scott Pilgrim, c'était également une adaptation. Alors, c'est censé être une adaptation plus fidèle que le film de 87 avec Schwarzenegger signé Paul Michael Glaser, hein, vous savez, le Starsky de Starsky Hutch qui avait adapté en 87 une première fois ce roman de Stephen King, alors librement inspiré bien sûr, mais qui était beaucoup plus proche, je dirais, de la philosophie, de la pensée, j'ai l'impression, de l'auteur, qu'ici, en fait, on est censé avoir beaucoup plus d'éléments qui figurent dans l'ouvrage d'origine, mais utilisés de manière beaucoup plus, je trouve, maladroite, en fait, mais carrément maladroite. Donc on nous présente l'histoire de Ben Richards. Donc c'est le même nom que le personnage de Schwarzenegger hein, aussi dans le film de 87, hein, incarné par Glenn Powell qui est ce nouvel acteur des action movies, voilà, c'est un peu la nouvelle star action movie série B, vous voyez, voilà, c'est un peu la nouvelle figure de proue de ce genre de cinéma. On l'a découvert dans le rôle d'Hangman dans le fabuleux Top Gun Maverick, dont vous pouvez retrouver ma critique ici, hein, vraiment c'était un très bon film, grand public de divertissement, d'action, qui relevait le niveau par rapport à la version de 80 justement, enfin des années 80. Donc là pour le coup c'était une belle remouture, voilà. Ici, malheureusement, eh bien, c'est tout autre. Hein. Donc, l'histoire de Ben Richards, qui est censé être, être un rôle de prolétaire, hein, puisqu'il travaille dans une usine, il s'est fait licencier, il a sa fille qui est malade, il n'a pas d'argent pour la soigner, donc il va se mettre en tête de participer au jeu le plus dangereux jamais réalisé, c'est Running Man, justement, qui est détenu par la chaîne Network, en fait, qui balance constamment dans la journée, qui contrôle, en fait, la société en balançant des fake news, en balançant énormément d'émissions, de divertissements complètement bébêtes pour abrutir la population et l'asservir. Donc ça montre que le contrôle des médias justement sur les individus, ça pourrait être intéressant bien sûr. Tout est une question de savoir le raconter en images bien sûr.
et donc il va se mettre en tête de participer à cette émission. Mais le truc, c'est que de base, c'est quand même un type bodybuildé qui a beaucoup de choses pour lui. Difficile de s'identifier à ce type qui, déjà, a quand même beaucoup de choses pour lui, malgré tout. Donc voilà, c'est pas totalement un anti-héros qui doit faire ses preuves, etc. Il a déjà tout ce qu'il faut pour s'en sortir. On a du mal, je trouve, véritablement à se sentir concerné par sa participation à Running Man. Encore lui, ça va, on va dire, mais alors le pire, c'est les personnages secondaires dont on se fiche complètement de la backstory, elle est totalement random. Ils participent à Running Man pour des raisons totalement différentes. Il y en a qui ont tout perdu dans leur vie, il y en a ils ont juste perdu une chaussette dans un tiroir, j'exagère, hein, vraiment. Et évidemment, j'exagère un peu, je tire le trait, mais c'est pour vous faire comprendre que les raisons de participer à Running Man ne sont pas toutes les mêmes et elles sont mises à la même hauteur, en fait, au même niveau, alors qu'il y en a qui risquent leur vie véritablement, et il y en a vraiment qui ont des raisons un peu plus absurdes, et on s'en fiche, on sent qu'il faut vite rentrer dans le jeu. Au bout de 10-15 minutes, vous êtes déjà dans le jeu Running Man, on vous présente mal l'univers, les jeux, les trackers, ils ne sont pas montrés, on ne comprend pas véritablement les règles de ce jeu, on nous montre surtout un présentateur qui vient nous raconter constamment ce qui se passe à l'écran avec cette voix off incessante, comme si le spectateur du film d'Edgar Wright était plutôt spectateur de l'émission Running Man. Hein, c'est cette mise en abîme qui commence à dicter ses règles, c'est-à-dire l'émission Running Man, comme si elle commençait à influencer la mise en scène d'Edgar Wright, c'est comme s'il se calait un peu sur ce format-là, et c'est là, je trouve que c'est là le piège, où le cinéaste se retrouve piégé parce qu'il est censé dénoncer. C'est presque comme s'il donnait un petit peu raison à ce qui se passe quand même à l'écran, alors qu'il est censé avoir le recul pour critiquer. Eh ben non, on voit des types qui sont totalement asservis, qui passent leur temps devant la télé-réalité, c'est censé alarmer. Eh ben non, ça joue le jeu. En fait, on divertit, j'ai l'impression, avec ce nouveau film, les gens sans qu'ils se posent véritablement de questions sur leur société. Ça ne peut pas être plus d'actualité que de parler de fake news, de deepfake, mais il faut le raconter en mode un peu plus critique sociétale. Parce que là, c'est vraiment le divertissement bête et méchant, presque comme si on tournait en dérision des séquences dramatiques. Il y a des séquences dramatiques dans ce film qui sont tellement tournées en dérision qu'on se fiche du sort des personnages. Que ce soit les personnages secondaires, alors là, n'en parlons pas. Le héros principal qui meurt, qui reste en vie, moi à la fin, je m'en foutais complètement. Au bout d'1h15 déjà, je décrochais du film. Il y a un montage très rythmé qui ne sert pas forcément la narration parce que en réalité, ça dessert, je trouve, plutôt la cause défendue par le film, parce que c'est censé être quand même un monde où les gens vivent dans des bidonvilles, et qui se font complètement happer et contrôlés par un système qui leur dit quoi bouffer, qui leur dit quoi penser, qui leur dit quoi acheter. C'est aussi une critique normalement de l'ultra-consumérisme et tout ça. Et là, ça joue tellement le jeu. C'est tout l'inverse justement d'un Squid Game. Par exemple, on est dans une époque où on fait beaucoup de films sur des jeux de survie qui sont censés justement montrer le côté où les gens sont tellement perdus qu'ils finissent par tomber dans des pièges comme ça, de jouer à des jeux de survie où ils sont complètement asservis, comme dans Squid Game. Il y a une vraie critique dans Squid Game à côté. Vraiment, c'est pas difficile de faire mieux, en fait. Et c'est terrible. Il y a beaucoup de... Ça me fait penser à ça, parce que, évidemment, je cite Squid Game, mais parce que c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on est aussi dans une époque où on sent bien les tensions, les problèmes économiques, tout ce qui peut se passer dans nos sociétés actuellement, l'extrémisation de partout, au niveau géopolitique, ça concerne beaucoup de pays en plus, cette extrémisation. Et donc, voilà, ça ne peut pas être plus d'actualité. Mais je comprends qu'on veuille faire un film de série B, de pur divertissement popcorn, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas glisser une ou deux idées. Il y a une époque, Paul Verhoeven, il te fait Total Recall, oui, ça a l'air bête et méchant, mais derrière, il y a des idées. Starship Troopers, tu vois un truc, tu te dis, mais c'est complètement con, mais quand tu réfléchis 2 minutes, eh bien voilà. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que dans ce film, on vous prémâche la surintellectualisation du film, c'est-à-dire qu'en voix off, on vous dit constamment quoi penser, là aussi, comme si le spectateur se faisait lui-même influencer par sa lecture du film, comme si, en fait, il était spectateur de Running Man et qu'il vivait dans le monde du film. Et c'est ça le piège, c'est quand, en fait, l'émission qui est montrée dans le film, qui est fictive, commence à déteindre totalement sur la mise en scène du film de Wright. Et c'est ça qui est terrible. C'est le fait où lui-même, on a l'impression qu'il se fait happer par Running Man, en fait, qui est censé quand même
Voilà, on a du recul, on est censé critiquer, on est censé se révolter. À la fin, faut pas oublier quand même le principe de base de Running Man. C'est quand même Ben Richards, donc ce type qui est vraiment dans la merde et qui est censé se défendre. Dans le film d'origine, c'est encore plus intéressant parce que ça part d'une fake news. En fait, il est militaire, on l'accuse, Schwarzenegger, donc dans le film d'origine, on l'accuse justement d'avoir tiré sur une foule qui était dans le besoin, qui cherchait des denrées, qui volait, je sais plus, dans les magasins des denrées pour pouvoir se nourrir. Et lui disait non, attendez, on peut pas faire ça, c'est criminel, etc. Et derrière, on utilise ces images pour dire, pour changer la réalité et le faire passer pour un criminel. Mais c'est ça qui est intéressant dans le film d'origine, le faire passer pour criminel. C'est ce côté où en fait, j'ai envie de dire, c'est l'affaire Dreyfus, quoi. Ce type-là, c'est voilà, et jugé par une télévision qui se sert en fait qui injecte une backstory qui est fausse dans le personnage de base. C'est ça qui est intéressant. Et là, bon, évidemment, il n'a pas assez d'argent pour aider sa fille qui est malade. Très bien. Mais on sent pas assez le danger, on sent pas en quoi ça lui coûte à lui, en fait. Quand il se fait lourder de son travail, ça dure 2 secondes, on est très très vite, je vous dis, on est très très vite dans la solution Running Man. Il pourrait penser, je sais pas, on pourrait montrer en fait la tension qui naît de ça, je sais pas, on a l'impression que c'est tout de suite on rentre dans le jeu. Le jeu est très mal présenté, on ne le sent pas en danger à aucun moment, parce que quand on le sent en danger, en fait, à chaque situation, il s'en sort de manière miraculeuse, et puis même s'il s'en sort pas, peu importe, on s'en fiche, de toute façon, il y aura bien quelqu'un pour l'aider, je sais pas, mais c'est... et puis alors, c'est vraiment un montage qui est insupportable, c'est à un rythme tellement effréné qu'on n'a aucun moment où ça se pose vraiment, on pose les bases, et ce rythme en fait est assommant, Cette voix off qui raconte tout ce qui se passe à l'écran comme si le spectateur était stupide pour surligner tout ce que fait Ben Richards. Ben Richards sort d'un immeuble. Ben Richards prend un café. Ben Richards, je sais pas ce qu'il fait. Constamment surexplicatif. Et c'est presque comme si... En fait, les producteurs ou Edgar Wright ne faisaient pas assez confiance au spectateur sur sa bonne compréhension de ce qu'il voit à l'image. C'est comme si, là aussi, on n'avait tellement pas confiance en l'intelligence des spectateurs qu'en fait, il faut l'orienter lui aussi dans sa compréhension des images qu'il voit à l'écran. Mais c'est là aussi, il y a un côté où on embrigade la pensée pour être sûr que le spectateur comprenne le film dans un sens. Mais c'est pas ça qui est sain. Je trouve que ce qui est intéressant dans une expérience cinématographique, c'est que derrière, ça fasse débat, qu'on puisse débattre, qu'on puisse remettre en question le film, tout ça. Et là, j'ai l'impression que rien ne permet ça, en fait. Le film te dit, il faut le voir comme ça, il faut le penser comme ça, et voilà, c'est ça que je comprends pas. Et je pense que c'est ça en fait le problème. Le premier problème, c'est que dans la version de 87, oui, c'est un peu cheap. On a une mise en scène qui est proche du téléfilm, c'est un peu fauché, mais il y a les bases scénaristiques qui fait que tu suis le personnage, tu rejoins sa cause. Il y a un personnage féminin qui est très intéressant dans le film de 87. Elle est là pour aussi essayer de rétablir la vérité en allant voler une cassette qui justement détient les bonnes images de l'opération militaire de Ben Richards, qui ont été totalement trafiquées pour le faire passer pour criminel. Elle essaye de trouver la vérité en cherchant les vraies images. Donc il y a ce côté montage alterné où il y en a un qui fait le jeu, il y en a un qui cherche la vérité. Ça crée justement une dynamique d'équipe. Il y en a un autre qui va essayer de pirater le système pour peut-être cesser d'émettre... pour que N-Network puisse cesser d'émettre ou en tout cas diffuser les bonnes images pour révéler à la population la vérité sur Ben Richards. Vous voyez ? Mais chacun a leur rôle. J'ai envie de dire un peu comme dans une équipe Mission Impossible, quoi. C'est-à-dire, il y en a un qui a tel rôle, l'autre qui a tel rôle, etc. Et on a envie de suivre les personnages. En fait, on comprend pourquoi ils sont là, à quoi ils servent. Il y a les résistants aussi au jeu, qu'on crée vraiment un QG à eux pour résister. Mais tout ça est très bien montré. On retient même le nom des trackers dans l'original. On a Fireball, on a Sub-Zero, on a les personnages, on les retient. Ils ont tous une caractéristique d'ailleurs. Donc il y a plus d'inventivité sur le nanar de 87 que ce film-là. Je suis désolé, l'univers est mal présenté. C'est censé être dystopique, mais en même temps, c'est censé montrer un futur qui était imaginé dans les années 80. Du coup, on a des cassettes, mais on a quand même Internet parce qu'ils arrivent à... Enfin, je comprends pas. Ils arrivent à pirater un réseau
de télévision. Ils le font avec quelle technologie? S'ils en sont à la cassette, il y a un problème, il y a un truc qui est complètement bizarre. Il y a des espèces d'influenceurs qui sont là à expliquer des trucs en face cam. On dirait vraiment qu'ils ont les réseaux sociaux. On dirait vraiment qu'ils ont les technologies d'aujourd'hui. Et donc, il y a un décalage sans cesse. Il y a des choses qui ne sont pas logiques. Il y a des incohérences de partout. Voilà, on a à la fin, on a des personnes carrément qui ont des cocktails Molotov. On ne sait pas d'où ils sortent. Il n'y a pas de système de sécurité. Il n'y a pas de... C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Cet Anchorman, ce présentateur, est insupportable pendant tout le film. Vous côtoyez un mec qui constamment va vous raconter le film. Mais à la fin, t'en peux plus. Donc voilà. Je vois pas en quoi ça critique quoi que ce soit. Il y a beaucoup de problèmes sur ce film, et même au niveau BO, on retient pas grand-chose. Moi, je me souviens, aussi, même dans la version de 87, tu avais Harold Faltermeyer qui avait travaillé sur Top Gun, qui a une... voilà, et même au niveau musique, au niveau bande originale, c'est beaucoup plus efficace. Ce côté un peu hard rock, 80s, machin, qui soutient les séquences pour montrer un peu cette esthétique un peu, j'ai envie de dire pas sous culture, mais vous voyez, un peu de catch avec ses trackers et tout ça. Là, on sent pas la track dans la ville, on comprend pas l'univers, on sait pas si on est dans le vrai monde, si on est dans le monde de Running Man véritablement. C'est brouillon, non, on n'arrive pas à suivre l'action, le découpage justement des séquences d'action est un peu illisible. L'esthétique n'est pas folle, non, c'est pas beau, quoi. C'est pas pensé au niveau graphique. Non, franchement, expérience douloureuse. Et je trouve beaucoup plus... Et comme Josh Brolin, qui est censé être justement Dan Killian, hein, donc le big boss de Running Man et donc de Network, donc tout ce réseau de médias, je sais pas, on peut... je vais pas donner d'exemple avec des manias des médias, mais voilà, on pourrait calquer sur des figures d'aujourd'hui, mais disons que voilà, il n'a pas assez de temps d'écran pour le retenir. On le retient un petit peu, bien sûr. Mais comme tout le reste, c'est pas lui l'Anchorman, contrairement à la version de 87 où justement Damon Killian est constamment en train de présenter l'émission, on le retient davantage en fait. Là, le présentateur qui nous est montré dans le film, non, en fait, c'est plutôt agaçant qu'autre chose. Mais il nous fait pas peur, il nous fait pas, voilà, on ne sent pas la peur dans ce film, on ne sent pas le danger. C'est trop tourné en dérision. On ne sait pas sur quel... En fait, il alterne entre les tons comiques, entre les tons un peu horrifiques, dramatiques. Et donc, ça finit par un truc où, finalement, le spectateur, en faisant sa tambouille, en mélangeant tout ça, ne finit par plus trop prendre au sérieux ce qui se passe à l'écran. C'est beaucoup trop... ça part dans tous les sens. Trop de personnages, on ne retient pas les noms, on est perdu dans ce monde, on n'a pas de repère, le spectateur ne sait pas où il est. Donc en fait, c'est ça aussi qui crée de la confusion chez le spectateur. C'est qu'il pourrait avoir peur pour le personnage, mais déjà il ne sait même pas où il se trouve, dans quel monde. Voilà, dans le film d'origine, tu as le monde du hockey, le monde du feu, de l'électricité, je sais pas quoi. Enfin, c'est beaucoup plus visuel, beaucoup plus clair et lisible en fait. Donc voilà, et à un moment donné, c'est pas parce que tu fais un divertissement de série B un peu nanardesque qu'il faut un peu se dire, bah voilà, non, c'est un peu n'importe quoi. Il faut penser ton univers, malgré tout. Donc voilà, c'est dommage qu'Edgar Wright n'en profite pas, justement, à notre époque, avec les histoires d'IA qui n'ont pas fini de parler d'elles, justement, dans le cinéma, ces deepfakes, tout ça, de raconter en quoi ça peut être tragique, justement, pour le personnage. Voilà. Donc non, je ne comprends pas comment on peut autant jouer le jeu de ce qu'on veut dénoncer. Et c'est là-dessus que je terminerai. Voilà, vraiment, comment peut-on jouer autant sur ce qu'on veut dénoncer? Jouer de ça, en fait. Pour moi, c'est un peu une hérésie. Donc malheureusement, je ne vous recommande absolument pas ce Running Man mouture 2025 d'Edgar Wright, que je trouve à côté de la plaque, vraiment d'une bêtise abyssale. Vraiment, c'est dommage. J'aurais préféré que justement il relève le niveau justement par rapport à la version d'origine. Ce n'est absolument pas le cas. Je vous recommanderais davantage de voir voilà, cette série B de bonne facture de Paul Michael Glaser.
Je passe maintenant au second film du jour et il s'agit de Bugonia de Yorgos Lanthimos qui retrouve encore une fois son actrice fétiche Emma Stone pour sa 4e collaboration avec le cinéaste grec dans ce remake d'un film coréen, Save the Green Planet, sorti en 2003 et réalisé par Jang Jung-hwan. Une grosse farce sociale et Lanthimos va justement reprendre un petit peu le terreau du film d'origine, mais pour moi en tout cas, c'est mon avis évidemment, ça n'engage que moi, mais le film de Lanthimos est bien supérieur à l'original, tant il arrive justement à jouer du côté farce, du côté grotesque, pour l'amener justement à quelque chose de plus psychologique et vraiment plus philosophique encore, plus poussé en fait, et plus réaliste. Je trouve qu'on arrive plus à rentrer facilement dans cette histoire, qui raconte donc le quotidien de Teddy et Don, respectivement interprétés par Jesse Plemons et Hayden Delbis, qui est réellement atteint d'autisme dans la vie, je tiens à préciser, voilà. Teddy donc vit avec son cousin autiste Don, et il prévoit du jour au lendemain de kidnapper la PDG d'un grand groupe pharmaceutique interprété par Emma Stone, car il pense qu'en réalité il s'agit d'une extraterrestre envoyée sur Terre pour les éliminer. Et donc c'est là tout le côté complotiste en fait de Teddy, Jesse Plemons, qui va enrôler son cousin dans cet enlèvement complètement barré. Donc, du jour au lendemain, ils vont suivre donc la PDG, l'enlever et la ramener à la maison. Dans le sous-sol, l'attacher, raser ses cheveux, car, soi-disant, les cheveux permettraient de communiquer avec les extraterrestres. Bref, des complotistes qui, vraiment... mais il faut comprendre pourquoi ils le sont, et c'est ça que le film arrive véritablement bien à retranscrire, je trouve. C'est de montrer la détresse sociale totale de Teddy notamment, Don étant autiste et suivant son cousin, voilà, c'est plus un suiveur, mais Teddy véritablement, qui est un écorché de la vie, qui travaille justement dans les colis, dans les paquets de livraison un peu à la Amazon, si vous voulez, pour livrer justement les produits pharmaceutiques que cette PDG vend, puisqu'elle est, elle est à la tête du groupe. Et donc, c'est ça qui avait très fort, c'est de comprendre petit à petit pourquoi, en fait, ils ont pété les plombs, pourquoi Teddy agit de cette manière. C'est quelqu'un qui, on sent, pourrait être plus intelligent que ça, mais qui a été brisé, traumatisé par un événement. Et donc, je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler, mais ça concerne sa famille, je n'en dis pas plus. Et donc, cette PDG, forcément, est étroitement liée à ce qui va se passer pour Teddy. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a cet enlèvement. Évidemment, j'essaie vraiment de ne pas spoiler le film, surtout si vous n'avez pas vu non plus le film d'origine, même si le film d'origine est assez différent, dans le sens où déjà, c'est un couple qui enlève donc le PDG, parce qu'en plus, c'est un homme dans le film d'origine. Dans le film de Lanthimos, c'est Ari Aster qui est à la production, qui a suggéré de changer justement le PDG en une PDG, et je trouve ça extrêmement formidable, parce qu'il y a ce côté, en plus, d'Emma Stone qui va essayer, elle qui est très intelligente, très brillante intellectuellement, va essayer de rentrer dans la psychologie comme une psychiatre, essayer de comprendre petit à petit, alors qu'elle est attachée, elle est complètement ligotée, vraiment il y a des sévices, etc. C'est assez douloureux, il y a des séquences très dures, mais qu'on retrouve dans beaucoup de films de Lanthimos. Souvenez-vous du cruel Kind of Kindness, juste avant, avec ces 3 courts-métrages, avec des niveaux de réussite, des niveaux de qualité assez différents justement d'un court-métrage à l'autre, mais disons que d'une scénette à l'autre. Mais Lanthimos, ici retrouve le côté cruel de certains de ses films, mais le conjugue, je trouve, à quelque chose de social, en fait. C'est-à-dire que c'est justifié. C'est comme si son cinéma, qui d'habitude est quand même assez cru, assez dur, retrouvait un petit peu la finesse d'un La Favorite, la finesse aussi d'un Pauvre créature, notamment sur la séquence finale que je ne révélerai pas, mais qui permet de faire le lien avec aussi le côté onirique qui peut se dégager aussi de certains de ses films, le côté plastique, le tableau final rappelle énormément Emma Stone dans Pauvre créature. Donc il arrive, je trouve, à conjuguer son univers en fait avec le film d'origine, l'idée qui était
enfin voilà, une idée, enfin vraiment très originale de la part de Jang Jung-hwan, bien sûr, dans son film d'origine, mais là pour le coup, c'est un peu l'inverse de Running Man. Je trouve que le remake est bien supérieur dans le sens où le film d'origine jouait beaucoup trop, je trouve, sur la carte du grotesque. Voilà, bon après évidemment, si on est fan de Park Chan-wook, hein, bien sûr, avec par exemple All Boy, évidemment, peut-être que le film d'origine plaira davantage à ceux qui aiment ce type de cinéma. Moi, je suis plutôt sensible justement au côté réaliste, au côté écrit, un peu plus, vous voyez, même dans les dialogues, ça se pose beaucoup plus en fait. Il y a beaucoup moins d'actions, de scènes étranges, etc. J'aime bien de remettre de l'étrange, mais dans le quotidien de ces deux types. C'est-à-dire que c'est par le dialogue que ça va passer. Il y a énormément de scènes dialoguées, mais en même temps, il y a des scènes assez drôles aussi, hein, parce que, évidemment, parfois, donc, Teddy va être cruel, en fait, envers cette PDG, mais de temps en temps, il va l'autoriser à venir peut-être manger à l'étage, voilà, discuter, il va montrer aussi ses bons côtés, donc on voit que c'est absolument pas manichéen, on comprend les nuances, on sent que Teddy, véritablement, pourrait être un type bien, mais malheureusement, voilà, c'est comme certains effets traumatiques hein, sur des personnes peuvent changer complètement un individu. Et donc voilà, va y avoir évidemment de la torture, mais il y a aussi une rencontre, évidemment avec son bourreau, hein, bien sûr, c'est la rencontre entre le bourreau et la victime qui va être quand même donner lieu à des dialogues et à des scènes assez savoureuses, bien écrites, et qui permettent de montrer toute la psychologie, oui, tout le paradoxe qu'il peut y avoir dans la tête de Teddy. Et on essaie de comprendre, en fait, ce qui peut motiver aussi à des personnes à virer totalement, en fait, hein, à tomber dans le mal. Et donc voilà, c'est quand même très très fin. C'est pas simplement, comment dire, glauque, vous voyez. Il y a aussi une part un peu d'humanité, malgré la noirceur, bien sûr, du sujet, qui va émaner de tout ça, parce qu'il y a un peu de cynisme, il y a un petit peu forcément une critique, parfois ça va être un peu absurde même, il y a de l'absurde dans ce film énormément, donc on va pouvoir rire de certaines situations. Donc voilà, je trouve que ces deux pauvres types comme ça, avec cette cadre hein, supérieur, cette PDG comme ça, et qui va faire une rencontre aussi de classe sociale. Hein. Bien sûr, ce n'est pas uniquement voilà, le fait que c'est aussi et surtout une rencontre, une différence de classe sociale, voilà, une PDG qui protège quand même les intérêts d'une entreprise qui évidemment, a fait du mal à Teddy, je ne dirai pas, évidemment, je ne révélerai pas pourquoi, et donc, au fur et à mesure, on comprend ça, on le sait pas au début, mais plus on va avancer dans le film, plus on va comprendre quelles étaient, en fait, les raisons du traumatisme de Teddy. Don, alors on peut imaginer ce qui a pu arriver à Don, hein, bien sûr, c'est peut-être un peu suggéré, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais voilà, et on sent que Don aussi est un personnage, hein, donc Aidan Delbis, hein, je le rappelle, qui est un excellent acteur, je crois qu'il a fait que 2 films pour le moment, on le voit pas assez, c'est un vrai autiste et tout, et on sent qu'il est manipulé par Teddy, que c'est un petit peu l'enfant naïf qui va se faire complètement avoir, j'ai envie de dire une sorte de Butters hein, dans South Park, mais encore pire, hein, bien sûr, parce que là, il a vraiment des gros problèmes cognitifs. Le Don, il est complètement, voilà, il a des problèmes, un handicap mental bien supérieur, mais je veux dire, ce côté naïf, où il se fait complètement avoir avec Teddy, qui a des théories complètement farfelues sur l'univers, en pensant qu'en fait, cette PDG viendrait de la planète Andromède, avec les Andromédiens, qui lui auraient demandé de venir, et puis qu'il y aurait un grand vaisseau spatial qui l'attendrait, que voilà, le soir de la pleine lune et tout, il faudrait qu'elle reparte pour discuter avec ses supérieurs extraterrestres. Enfin, il y a un truc, un rendez-vous qui est prévu, et donc le film est un peu chapitré comme ça, c'est-à-dire qu'on est à tant de jours de la pleine lune, ou de l'éclipse lunaire, je ne sais plus ce que c'est exactement, de l'éclipse lunaire, ouais, c'est ça, c'est comme dans le film d'origine, et donc voilà, il y a un truc comme ça qui est assez fou. Et en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est quand le surnaturel vient habiter comme ça, rejoindre le monde réel, à tel point qu'on finit par nous-mêmes, spectateurs, se demander si, quand même, parmi ces théories, on finit par nous-mêmes être vampirisés par toutes ces théories, à tel point que la scène finale, eh bien, va s'amuser à peut-être donner un peu raison, mais bien sûr, avec un décalage énorme, ce qui fait qu'on rit énormément, donner peut-être un peu raison à la folie de certains hommes qui ont souffert. Et donc, il y a cette séquence onirique que je ne révélerai pas encore une fois, mais qui pourrait presque donner raison à nos deux protagonistes qui,
En fait, c'est terrible, mais on arrive, malgré le fait qu'on sait qu'ils rejoignent voilà, un mauvais chemin, un mauvais raisonnement. Ils vont torturer cette pauvre femme, c'est absolument atroce. Mais quand on comprend comment ils ont souffert, on n'excuse pas, bien sûr, mais on comprend les raisons pour lesquelles ils en sont arrivés là, en fait. Donc, c'est un film qui vraiment est très très fort. On voit aussi, il y a le personnage du policier qui va être intéressant, la relation avec justement le bourreau, le policier qui traque, qui est beaucoup mieux amené, je trouve, que dans le film d'origine, hein, que j'ai rattrapé pour l'occasion pour cette vidéo. Voilà, je suis beaucoup plus sensible au remake. Alors c'est fou, pour moi c'est comme si Lanthimos avait vraiment fait un film de Lanthimos. Totalement. Franchement, si on voit le film, on se dit c'est totalement en lien avec ce qu'on peut voir dans Kind of Kindness, ce qu'on peut voir dans Pauvre créature, un petit peu moins peut-être La Favorite. Encore que c'est le même directeur photo, donc il y a une continuité aussi esthétique, hein, bien sûr, qui est assurée donc par le directeur photo irlandais dont le nom m'échappe. Je fais tout de tête, donc c'est pas toujours facile. Mais c'est le même, voilà, il a travaillé sur La Favorite, il a travaillé sur Kind of Kindness et donc sur Bugonia, voilà. Donc il y a aussi cette continuité au niveau de l'image. Le film a été filmé en 35 mm, VistaVision de mémoire, donc il y a ce grain particulier, c'est ce côté aussi jaunâtre un peu dans les couleurs qui donne une atmosphère glauque, hein. Et puis le décalage, bien sûr, que moi j'apprécie. Alors, bien sûr que c'est pas gratuit, hein, comme dans Kind of Kindness où parfois c'est vraiment gratuit, c'est glauque pour être glauque. Là, j'aime bien justement le décalage entre cette musique, on a Chapelle-Roanne avec son tube du moment, cette PDG qui va au travail avec cette musique comme ça pour se donner du courage, qui va être kidnappée et qui se retrouve comme ça dans une atmosphère complètement glauque, séquestrée au sous-sol, des scènes de torture, parfois on est quasiment dans Saw, hein, bien sûr. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'ils lui mettent cette crème, comme parce qu'il faut pas qu'elle puisse communiquer avec l'extérieur. Vraiment il la séquestre et je crois, voilà, il lui met une espèce de crème comme ça pour pas que sa peau se désintègre ou je ne sais quoi, parce qu'ils sont dans plein de théories complètement fumeuses, complotistes. Et ça donne donc cette créature aussi, là, Emma Stone, avec ce visage crâne rasé et cette peau immaculée de crème hydratante comme ça, qui donne comme aussi un personnage de PDG hors du commun. Et c'est ça qui est fort, c'est d'arriver à faire du hors du commun, justement, de l'extraordinaire dans l'ordinaire, comme je le répète souvent sur cette chaîne. Donc c'est absolument savoureux, savoureux. Et puis aussi cette manipulation qui va être retournée contre eux, parce qu'évidemment, les bourreaux essaient de manipuler donc la victime. Mais aussi, la victime va se défendre et avec son intelligence, justement, va essayer, eh bien, en ayant compris au fur et à mesure, en essayant de s'intéresser au bourreau, de comprendre comment lui-même arrivait à le manipuler pour pouvoir se sortir de ce traquenard. Donc, il y a vraiment une rencontre mais passionnante, ces dialogues passionnants, c'est très très bien écrit. Alors, à la base du projet, c'est pas Lanthimos qui a eu l'idée, j'ai un peu creusé parce que je me suis dit, mais peut-être que Lanthimos a véritablement voulu mettre en chantier un remake de ce film coréen. Non, c'est les producteurs qui ont voulu. Il y a eu Ari Aster à la production, comme je vous l'ai dit, donc qui a décidé justement que ce serait peut-être une bonne idée de mettre une femme à la place de l'homme, justement en tant que la victime PDG. Et je trouve que ça fonctionne super bien, parce qu'il n'y a pas seulement cette lutte des classes, bien sûr, hein, ce discours critique sur le capitalisme, mais il y a aussi une rencontre entre les hommes et les femmes, en fait, parce que cette victime, voilà, est une femme qui va se défendre et avec son intelligence, et c'est très très fort, en fait. Je trouve que vraiment, à tous les niveaux, ça marche beaucoup mieux, le fait que ce soit pas un couple, parce que dans le film d'origine, le couple, le problème, c'est qu'il n'est pas raconté. En fait, on a le personnage de la femme comme ça qui est complètement absurde, mais pour être absurde, malheureusement, juste pour qu'on en rie, elle est à moitié danseuse étoile, c'est une espèce d'artiste ratée comme ça, donc elle se met à faire du cerceau, des trucs, alors que la victime est juste devant elle, et donc, mais c'est pas assez raconté. Pourquoi ce couple en arrive là? C'est moins, voilà, c'est la relation entre Don et Teddy est beaucoup mieux amenée sur ce remake. Voilà, c'est à la fois un excellent film de Lanthimos, à la fois un excellent remake qui dépasse peut-être même, ou en tout cas qui apporte quelque chose à l'original. C'est-à-dire que c'est une nouvelle version, c'est une vraie nouvelle version, hein, parce que souvent, parfois, vous le savez, dans le cinéma actuellement, on nous sert énormément de remakes qui n'apportent rien,
qui sont vraiment des remoutures très bancales, qui sont juste là pour faire du business. Là, c'est vraiment intéressant. Il y a un vrai auteur, ce cinéaste grec, pardon, Yorgos Lanthimos, qui arrive à faire un vrai film de Lanthimos. On voit d'abord, je trouve d'ailleurs qu'on voit d'abord que c'est un film de Lanthimos. Et ça, c'est très fort quand on arrive dans un remake à ne pas voir l'original. Alors évidemment, ça aide si on n'a pas vu l'original, mais quand on voit l'original après, on voit qu'il y a vraiment une différence énorme de traitement au niveau des couleurs, au niveau de l'aspect glauque, le côté beaucoup plus grotesque sur l'original, comme je vous le disais. Là, c'est vraiment beaucoup plus écrit, je trouve, ça se pose plus. Il y a ces séquences incroyables, vraiment, de bureaux. Moi, dans les dernières minutes du film, mais vraiment, c'est extraordinaire parce qu'on sort enfin un petit peu de cette cave pour retrouver le monde du travail avec tous ces salariés, etc. Donc, de voir cet énergumène complotiste débarquer dans les bureaux, c'est complètement surréaliste. Et pourtant, c'est dans un cadre, dans une image, dans un contexte réaliste. Et c'est ça que j'aime beaucoup, de s'amuser. Vraiment, on est dans le monde réel, mais comme les cerveaux malades de ces pauvres types, en fait, vont nous amener à imaginer tout un univers, en fait. Et c'est ça qui est très fort. Et comme il est teasé pendant tout le film, eh bien, un peu comme dans le film d'origine, hein, bien sûr, on va accéder aussi un petit peu à cette folie sur les dernières minutes du film. Donc voilà, évidemment, la fin va peut-être diviser. Moi, au début, j'étais pas sûr, pour être honnête, d'avoir aimé la fin, parce que je me suis dit... Ouais, non, c'est juste pour le délire, il est vraiment rentré, et voilà, juste pour faire le lien avec Pauvre créature, il a fallu remettre un petit peu une espèce de lien esthétique, et puis que ça servait pas forcément à grand-chose, on aurait pu cutter avant cette scène, et puis je trouve que non, au contraire, c'est fun de l'avoir mis, et de l'avoir gardé, et parce que même si on peut faire jouer l'imaginaire, bien sûr, avec toutes cette galaxie, avec cette planète Andromède, avec tout ce qui est raconté par Teddy, tout cet univers complètement faux, imaginé dans l'esprit de Teddy et de ses lectures fumeuses, complotistes, eh bien, on arrive à imaginer tellement de choses que, bah oui, si on nous les présente, c'est encore plus drôle, quoi. Voilà, bon, j'en dis pas plus parce qu'après, sinon, je vais spoiler. Mais c'est une très, très belle réussite. Vraiment, alors, vous voyez, je souris. Alors que c'est quand même une comédie noire, il y a énormément de moments durs, mais comme, en fait, c'est tellement bien traité, cette histoire, que on repart pas totalement dégoûté en fait. Il y a une espèce de second degré, je vous dis, il y a ce cynisme, ce côté un petit peu absurde parfois, mais absurde, vous savez, c'est tous ces grands films aussi, ces comédies, noires ou pas, hein, qui sont très réussis, c'est quand justement il y a un fond tellement dramatique, sordide aussi de cette histoire, et tellement sociale, parce que évidemment, Teddy a tout perdu, quand même, a beaucoup perdu de choses dans sa vie. Il y a ce côté, ce discours aussi avec les abeilles, il y a un calque aussi esthétique au niveau de ça, avec Bugonia qui vient en fait d'un rituel sacrificiel obscur qui montrerait l'asservissement, je ne sais plus exactement, mais des abeilles. Et là, on nous montre justement les abeilles, parce que Teddy s'occupe justement. Il est un peu apiculteur aussi sur les bords, hein. Il s'occupe justement des abeilles, il en prend soin, etc. Et il y a ce calque avec aussi ces salariés d'entreprise, et surtout ceux qui sont encore en dessous, les livreurs comme lui, celui qui fait du packaging et qui s'occupe des livraisons. Donc lui, il est carrément au sous-sol, lui aussi. Donc c'est comme si la PDG qui, elle, était dans sa tour tout en haut, finissait dans une cave. Donc il y a une espèce de retournement comme ça social qui aussi est très efficace. Donc oui, alors voilà, les abeilles, le discours, hein, la reine des abeilles avec toutes ces abeilles qui, elles, triment justement pour le bien-être de cette reine, hein, donc cette patronne, bien sûr, cette chef d'entreprise. Donc il y a tout ce discours-là. Donc voilà, à tous les niveaux, ce film est une réussite. Vraiment, pour moi, ça va certainement être pour moi un des meilleurs films de l'année. C'est sûr, en tout cas, le meilleur film, un des meilleurs films de la fin d'année. Et ça fait vraiment plaisir, justement, de découvrir du bon cinéma comme ça, avec un certain grain de l'image, avec une qualité d'écriture, vraiment une qualité d'interprétation. Jesse Plemons, enfin, qui est nettement plus intéressant ici que dans Can of Scandinavia, justement. Emma Stone, qui est absolument formidable, et c'est le meilleur choix qu'on ait pu faire pour ce film. Vraiment, cette collaboration avec Lanthimos, elle fonctionne du tonnerre.
Et ben voilà, c'est pas grave s'il y en a d'autres et qu'elle continue. Au contraire, c'est pas grave qu'un cinéaste ait une muse et qu'après il continue avec. Et je trouve que ça marche très très bien cette collaboration. Donc autant continuer si ça peut donner des pépites comme ça. Donc voilà, je suis très enthousiaste en tout cas avec ce genre de réussite. Voilà, quand les choses sont bien faites comme ça, sont bien pensées, sont bien écrites, je trouve en plus que ça évite l'amalgame de dire que c'est juste finalement un cinéaste qui aime montrer des choses violentes, cruelles, etc. Non, là en tout cas il prouve le contraire, contrairement à Can of Kindness, il prouve le contraire ici. Donc voilà, je suis plutôt rassuré sur l'avenir de Lanthimos et sa collaboration peut-être encore future avec Emma Stone. Là apparemment, d'après les dernières révélations qu'on a, eh bien Lanthimos voudrait faire un break. Alors moi, voilà, c'est pas, je trouve que peut-être c'est une manière de poser un petit peu les choses, peut-être de revenir avec un petit peu de nouveauté, un peu dans son cinéma pour se renouveler. S'il veut faire un break, tant mieux, il n'y a pas de souci, parce que c'est vrai que quand il a fait Can of Kindness, c'était très rapidement après Pauvre Créature, donc peut-être que voilà, il a vraiment enchaîné 3 films d'un coup, entre Pauvre Créature, Can of Kindness et Bugonia, il y a très peu d'écart entre les films. Je crois que, oui, il y en a un par an, vous voyez. Donc voilà, s'il veut se poser, je pense que c'est le bon moment. Donc écoutez, en tout cas, Bugonia est une réussite pour moi à tous les niveaux. Je pense que c'est un film en plus qui va gagner chaque année un petit peu comme le bon vin, qui va un petit peu aussi voilà, prendre un peu de valeur et puis aussi peut-être aussi dans l'opinion générale. Alors évidemment, ça peut diviser. Je ne veux pas être dithyrambique sur le film, je comprendrais tout à fait que certaines personnes soient hermétiques un petit peu à cette proposition. Essayez peut-être de voir l'original aussi, Save the Green Planet, que je vous conseil d'une certaine, voilà, une certaine mesure. Alors moi, je ne suis pas beaucoup moins sensible à la proposition d'origine, mais voilà, à vous de voir. Peut-être que vous préférerez l'original, c'est possible. En tout cas, je trouve que ça rend un petit peu le film plus replongé dans quelque chose de plus sérieux, de plus réaliste, qui permet de vraiment faire passer son message. Je trouve le film fait davantage mieux passer son message avec la version de Lanthimos que le film d'origine, voilà. Qui est vraiment beaucoup plus gros délire, quoi. C'est-à-dire que c'est un gros délire de tous les côtés. Il y a même des scènes de combat, il y a une scène avec les abeilles qui est complètement folle, etc. Il y a beaucoup plus de grandiloquence peut-être et de surenchère dans le film d'origine. Et j'aime mieux qu'on prenne la bonne idée de départ et qu'on arrive à se poser et faire le minimum de folie de temps en temps par parcimonie, plutôt que d'en mettre plein la vue toutes les 3 secondes et que ça anéantisse même le propos, je trouve, d'origine. Voilà. Donc je vous recommande énormément Bugonia de Yorgos Lanthimos. Ne boudez pas votre plaisir à entrer dans ce délire, véritablement, cette comédie sociale noire, cynique, à découvrir eh bien, dans les salles de cinéma si le film passe encore, mais sinon rattrapez-le, je vous le conseille vivement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et de me suivre sur Instagram, Steph_LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne ou tout simplement pour accéder à mon contenu. Chers amis cinéphiles, alors je ne sais pas exactement quand est-ce que cette vidéo va sortir, j'ai beaucoup de retard, il y a un bon mois de retard sur la chaîne, je m'en excuse. Alors, toujours est-il que sur le mois de décembre, il n'y a pas grand-chose qui m'a vraiment intéressé. D'ailleurs, j'en profite, sur les mois de novembre, d'ailleurs, je voulais pas forcément en faire une vidéo, mais il y a L'Inconnu de la Grande Arche aussi qui était... Voilà, c'est pas immanquable, mais il y avait quand même une bonne proposition de Stéphane Demoustier, le réalisateur de La Fille au bracelet, que j'avais beaucoup aimé, souvenez-vous. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver ma vidéo sur la chaîne, mais voilà, L'Inconnu de la Grande Arche, c'est un bon film. Il y a des techniques qui ont été utilisées justement pour faire des arrière-plans avec un système photographique qui est plutôt réussi. Et on apprend quelque chose en fait sur justement les projets d'architecture qui sont un petit peu vampirisés par des décisions étatiques, tout ça, tous les obstacles qu'on peut rencontrer quand un créateur, un artiste veut aller au bout de son projet, mais qu'il est pollué par tout un truc politique, etc. Donc voilà, c'est plutôt intéressant, mais peut-être le film est un peu long, un peu voilà. Mais c'est toujours est-il que c'est quand même un bon film, pas immanquable au cinéma, mais qui pourrait très bien se rattraper en vidéo. Et sur les films de décembre, écoutez, non, j'ai pas été très emballé. Vous le savez, de toute manière, je ne ferai pas le blockbuster de Noël de la fin d'année, puisqu'il s'agit d'Avatar.
d'Avatar 3, de Feu et de Cendres, et que pour moi, c'est vraiment, depuis le 2, on sent bien que ça va être un copier-coller à chaque fois de la même proposition, qu'on va passer par tous les éléments, et là franchement, je ne vois pas du tout en quoi c'est une franchise. On passe de l'eau au feu, après on va passer à quoi? L'électricité, à l'air, je sais quoi. Voilà, donc à part changer à chaque fois le monde que va rencontrer justement les navis à chaque fois, j'ai l'impression que c'est un peu un copier-coller à chaque fois et qu'on fait le même film. Voilà. Donc malheureusement, pour moi, c'est pas un bouleversement à chaque Avatar. On sait ce qu'on va voir en fait. On sait que pendant 3 heures, on va être là, regarder des belles images. D'ailleurs, je vois beaucoup de personnes, d'ailleurs beaucoup plus parler de l'aspect esthétique et visuel que du scénario et de... Vous voyez, c'est vraiment, on y va pour en avoir plein la vue et c'est à peu près tout. Moi, j'attends plus d'un film, donc voilà, je suis pas très chaud à l'idée de voir le 3e volet d'Avatar, voilà. Toujours est-il que les films du vendredi, ça continue, donc on verra pour les films de janvier. En attendant, je vous souhaite de belles fêtes. Je ne sais pas si les fêtes sont passées ou pas au moment où je fais cette vidéo. Toujours est-il que sinon, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et surtout une très belle année 2026, riche en cinéma bien entendu. Et justement, en attendant la prochaine vidéo, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end. Et n'oubliez pas, comme toujours, d'ici la prochaine vidéo, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!